Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet ou un personnage qui reste relativement inconnu, malgré qu'il y a beaucoup de conversations sur lui ces derniers temps sur les réseaux sociaux ou des vidéos, c'est Ziri Ben Atiya. Donc, avant tout, qui est Ziri Ben Atiya? À quelle tribu il appartient et qu'a-t-il fait et qu'est-ce qu'il nous a laissé à travers l'histoire. Avant tout, Ziri Ben Atiya était un chef berbère, un chef d'une tribu amazigh qui s'appelait le Maghrawa. Les Maghrawa sont une grande tribu berbère, dont l'appellation berbère c'est Imraouen, qui est l'une des plus anciennes qu'on retrouve dans le Maghreb central, l'Algérie actuellement, qui est attestée depuis l'Antiquité. Donc les historiens de l'Antiquité et grecs et romains ont attesté de la présence de cette grande tribu des Maghrawa qui à l'époque avait d'autres noms ou avait des noms romanisés ou latinisés et qu'on la retrouve dans la Numidie à l'époque byzantine, à partir de la plaine fertile du Constantinois jusqu'aux Aurès. Bien sûr, certains historiens parlent des Maghrawa à partir du Moyen-Âge, ce qui est faux parce qu'elle existe bien dans l'Antiquité, et aussi on la situe dans le Dahra, Tlemcen Dahra, et surtout dans l'Oracini, or que ça c'est venu après, sa patrie d'origine est bien les Aurès. Mais on revient à l'Antiquité, on la retrouve aux environs d'Alger, Chirchel, Mdia, Blida, Meliana, Chlif, ce qui était la Mauritanie césarienne, à l'époque de Ptolémée, le fils de Juba II qui avait gouverné après lui, et appelé les Makaros ou les Makorbes. Il faut voir un petit peu comment les noms se transforment à travers les âges et comment plutôt ils sont aussi prononcés selon les langues d'usage romaines, latines, puniques, berbères de l'époque. Donc Ptolémée, les historiens grecs disaient qu'ils étaient, la population est très déplacée, une partie des Maghrawa vers la région de Chlef. Et on retrouve justement ça dans le livre d'Ibn Khaldoun qu'il a consacré aux Berbères. On retrouve justement, il parle des Maghrawa dans la région de Chlef ainsi que d'autres historiens, dont Rachid Ben Blel. Là, nous sommes au Moyen-Âge, quand les Maghrawa ils ont commencé à se déplacer à travers tous les territoires algériens, le Maghreb al-Awsat, nous sommes au Moyen-Âge parce que c'est à partir de Chlef qu'ils vont justement se déplacer vers Tlemcen et Dahra, l'Oracini, jusqu'à Oued et Melouia. Ainsi, à cette époque-là, les Maghrawa, on les retrouve de la région des Aurès jusqu'à Oued Melouia. Et toute cette région-là, c'était le Maghreb al-Awsat ou l'actuelle Algérie. Les Maghrawa vont constituer leur premier État. Du côté de Relizane, ils vont prendre Mazuna comme capitale. Et à l'opposé, Tlemcen, c'était la capitale des Banu Ifran. Banu Ifran, c'est une autre tribu aussi qui appartient à l'Algérie, donc le Maghreb al-Awsat, et qui, eux, gouvernaient déjà Tlemcen et avaient toute la région jusqu'à Oued et Melouia, elles étaient sous leur autorité, ce qui va créer un problème entre les Maghrawa et les Banu Ifran. Donc, avant d'arriver à ça, on revient un petit peu en arrière pour comprendre pourquoi on est arrivé à cette région-là. C'est que à cette époque-là, l'Afrique du Nord ou le Grand Maghreb était divisé en deux parties. Là, on va se retrouver avec deux tribus algériennes, les Sanhaja et les Zénètes. Et
les Sanhaja soutenaient les Fatimides et les Umayyoun soutenaient les Omeyyades ou les Umayyoun. Il va y avoir donc une guerre entre les deux tribus. Et à l'époque, c'était Balqin ibn Ziri qui gouvernait les Sanhaja, c'était leur émir, et c'est lui qui va chasser en quelque sorte les Maghrawa après des défaites vers le Maghreb al-Aqsa ou le Maroc actuel. Et quand les Sanhaja, donc il faut aussi situer que les Sanhaja et les Zénètes sont deux tribus qui appartiennent à l'actuelle Algérie, qui étaient dans le Maghreb al-Awsat et qui vont se déclarer la guerre parce que les Sanhaja étaient du côté des Fatimides et les Zénètes étaient du côté des Omeyyades. Et donc quand les Sanhaja vont devenir les maîtres absolus de pratiquement toute l'Algérie, ils vont arriver jusqu'à l'ouest et ils vont chasser les Maghrawa. Donc Ziri ibn Atiyya va partir du côté de l'ouest, donc du côté de Oujda. Oujda qui n'existait pas encore, dans la région de Oued Melouia. Et là, il va avec sa tribu s'imposer et il va installer au fond de sa ville, la ville de Oujda. Il va prendre Oujda comme capitale, il va construire une ville fortifiée avec des enceintes, des murs, des portes qui ne sont ouvertes qu'à l'ordre des gardiens qui étaient dispatchés à travers les portes. Il va donc s'installer avec sa famille et il va se constituer son armée. À partir de là, il va essayer de conquérir le reste du Maghreb al-Aqsa. Il va constituer son État, son premier État, donc l'État des Maghrawa. Il faut aussi parler des princes des Maghrawa, les princes qui gouvernaient ces tribus de Maghrawa, qui, eux, s'appelaient les Banu ibn Khazar, et par rapport à leur premier prince, le plus puissant d'entre eux, d'après les historiens, qui était Mohammed ibn Khazar, et c'est lui qui va créer sa dynastie, c'est les Banu Khazar, et les Banu Khazar sont connus pour avoir tenu tête aux Fatimides et d'avoir fait remonter la révolte des Ibadides contre justement les Fatimides. Et Ziri ibn Atiyya descend des Banu Khazar, et qui c'est l'un des princes héritiers de cette dynastie-là. D'ailleurs, on retrouve dans son nom Ziri ibn Atiyya ibn Khazar la plupart du temps. Ça est donc mentionné déjà dans le livre de l'histoire des Berbères d'Ibn Khaldoun, qui donne les noms de toute la dynastie, la généalogie des Banu Khazar. Ziri ibn Atiyya va partir donc à la conquête du Maroc actuel, du Maghreb al-Aqsa. Il va prendre Fès de Yeddou ibn Afran, ibn Afran dont on a parlé, qu'il gouvernait de Tlemcen jusqu'à Fès, et passant par Oued Melouia jusqu'à Fès. Et cette époque-là, c'était la décadence des Idrissides. Donc les Idrissides étaient en décadence complète, et c'est à cette nouvelle émergence des Maghrawa d'un côté, des Bnu Afran d'un côté, qui vont se déclarer la guerre pour la prise de pouvoir dans le Maroc. Sa réputation va être tellement grande qu'il va être reçu à Cordoue par Al-Mansour, Ibn Amr Al-Mansour. Mais il faut préciser que Al-Mansour n'était pas le sultan légitime des Omeyyades en Andalousie, mais il était le tuteur de Hicham, du sultan Hicham Al-Mu'ayyid Billah, qui était trop jeune pour gouverner. Donc la mère avait installé Al-Mansour comme tuteur de son fils en attendant qu'il puisse prendre les décisions qu'il faut. Et donc Al-Mansour va donner le titre de vizir à Ziri ibn Atiyya. Mais Ziri ibn Atiyya, qui était allié à Al-Mansour, mais qui ne lui était pas dévoué à 100% en quelque sorte, parce qu'il avait d'autres perspectives. Pour lui, il devait construire son propre État, et en retournant à Tanja, donc en débarquant à Tanja, il dit, d'après l'historien Ibn Abi Zar', dans son livre Rawd al-Qurtas, il raconte que quand Ziri ibn Atiyya est revenu à Tanja, il avait posé son pied sur la terre ferme, et que
quelqu'un l'avait justement interpellé comme vizir. Il s'est fâché, il s'est retourné vers lui, lui a dit: je ne suis pas vizir, je suis un prince, fils de prince. Et à son retour, justement, il va trouver que Fès lui a été dérobé par Yeddo. Il va reprendre Fès à Yeddo ben Ifran, et cette fois-ci, le prince des Ben Ifran ne va pas s'échapper puisqu'il va être tué. On dit que sa tête a été envoyée à Al-Mansour. Et à partir de là, Ziri Ben Atiya va essayer d'avoir un pouvoir absolu sur le Maghreb. Il va arriver, il va prendre aussi Sijil Massa et il va rentrer en dissidence avec Al-Mansour. Il met la gestion de Al-Mansour ou sa prise, sa main basse sur l'Andalousie, puisqu'il a pris le pouvoir absolu pour lui au détriment du sultan légitime, donc Hichem qui était trop jeune, et pour d'autres raisons, Al-Mansour va lui déclarer la guerre. Il va constituer une armée, ils vont se retrouver du côté de Tanjaf, mais malheureusement, Ziri Ben Atiya va être vaincu devant les forces du sultan Al-Mansour, et il va se replier vers Fès pour se reconstituer des forces et pour un petit peu réaménager pour se reconstituer des forces. Mais à ce moment-là, il va y avoir un ravirement de situation, puisque Ziri Ben Atiya va s'allier à qui? Aux Fatimides. Les Fatimides qui étaient, on l'a vu au début, ses ennemis à côté des Sanhadjad. Donc il va s'allier aux Fatimides. Il va ainsi pouvoir revenir dans le Maghreb al-Awsat, reprendre Tlemcen, Téher, Tliziban. Et donc à ce moment-là, il a agrandi son territoire. Donc une partie du Maghreb al-Aqsa, une partie du Maghreb al-Awsat. Et malheureusement, dans une lutte avec quelques fractions de Sanhaja au pied de la ville de Achir, il va succomber à ses blessures, il va mourir en l'an 1001 et paradoxalement, il est né en Algérie, dans les Aurès, il est mort en Algérie du côté de Achir. Achir, rappelons, qui était la première capitale de la dynastie des Zérides, donc de Bolorin Ben Zirid. Et là s'achève la légende de Ziri Ben Atiya, qui, rappelons rapidement pour bien comprendre l'histoire, que Ziri Ben Atiya est né dans l'Est. Il appartient à la tribu des Maghrawa. Maghrawa, c'est l'une des plus anciennes tribus qui s'étaient attestées dans le pays de Zorès jusqu'à Wadi Melouia. C'est une grande tribu donc, qui existe depuis l'Antiquité. C'est une tribu berbère, rappelons-le. Et aussi, il est né de la dynastie des Banu Khazar. Banu Khazar, donc, qui par rapport à leur premier prince, Mohammed Khazar, qui a gouverné, qui était le chef, le prince, disons, le plus populaire, le plus connu de la dynastie. Donc, Ziri Ben Atiya, il a pris le pouvoir, lui qui était prince, déjà, il a pris le pouvoir à la mort de son frère dans une bataille. Et à leur guerre, les guerres des Zénètes avec les Sanhadjad, donc Fatimiyin contre les Umayyiyin, il s'est retrouvé donc décalé quand les Sanhadjad ont pris le pouvoir sur pratiquement toute l'actuelle Algérie. Donc il s'est retrouvé décalé, il a cherché de nouveaux territoires dans le Maroc actuel, le Maghreb al-Aqsa, où il a pu construire ou constituer ou fonder son État avec Oujda, avec la ville de Oujda qu'il a fondée en 994. Il en a pris sa capitale, il a fait une ville fortifiée et à partir de là, il a conquis Fès et Seljelmassa. Il s'est battu contre les Banu Ifran et il a donc pris l'ascension sur eux. Les Banu Ifran qui commandaient à partir de Tlemcen jusqu'à Fès. Il s'est allié à un moment donné à Al-Mansour en Andalousie, mais il s'est retourné contre lui, comme on l'a vu.
et il a perdu dans une bataille du côté des Tangers, et à partir de là, il est revenu en Algérie, s'alliant avec les Fatimides et pour reconstituer son État donc dans la partie de l'Afrique, du Maghreb central. Donc son pouvoir s'étendait du Maghreb central au Maghreb de l'Ouest, le Maghreb al-Aqsa, et il a trouvé la mort en se battant contre quelques fractions de Sanhaja du côté de Achir en 1101. Je vous laisse en fin de la vidéo toute la documentation, donc il va défiler là tous les livres et les sources dont je me suis inspirée pour vous raconter l'histoire de Ziri Ben Atiya, qui j'espère que c'est clair maintenant que Ziri Ben Atiya est originaire du Maghreb central, donc que le Maghrawa sont originaires du Maghreb central, donc, et que le Oujda était fondé par un Algérien, qui se trouvait déjà, la région se trouvait déjà à l'époque sur le territoire algérien. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et merci encore pour votre soutien et pour vos commentaires, toujours du plaisir à les lire. Je vous retrouve très bientôt.